Bah, de toute façon, les États-Unis globalement poursuivent ce qu'ils ont tenté de faire durant toutes les mandatures Chavez, c'est-à-dire diverses opérations de déstabilisation en vue de renverser la révolution bolivarienne. Bon, aujourd'hui c'est Maduro, c'est plus Chavez, mais les opérations se poursuivent. Bon, on se rappelle de la tentative avortée de coup d'État en 2002, les grèves qui avaient été organisées en 2003 directement par la CIA, un peu les mêmes opérations qui avaient été faites en 73 d'ailleurs au Chili, le plan Condor, quoi, voilà. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Bon, là aujourd'hui ils avaient Capriles Radonski lors des dernières élections, ça n'a pas fonctionné. Là aujourd'hui ils ont le fameux Leopoldo López qui avec son parti Voluntad Popular a fait 6% en dernières élections, c'est dire à quel point le type est légitime. Et voilà, donc les opérations de déstabilisation se poursuivent. Et j'ai envie de dire malheureusement c'est une constante. Obrador au Mexique s'est fait voler 2 fois son élection. Donc ils ont mis Nieto la dernière fois c'était Calderón. Les 2 fois normalement Obrador l'avait emporté. Voilà, enfin la politique états-unienne en Amérique latine se poursuit, quoi. Mais ils ont de plus en plus de mal à réussir, ils échouent de plus en plus, et tant mieux. Ce qui peut-être peut expliquer les débordements et les violences qu'il y a au Venezuela, vu que les États-Unis ont du mal à prendre tout simplement ou faire un coup d'État, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, ils encouragent les violences. Oui, ils sont dans une stratégie de l'attention, on est dans le pourrissement total. Il va y avoir évidemment un certain nombre de coups fourrés qui vont être encore tentés dans les prochaines semaines, c'est évident. Il faut que Maduro tienne bon et ses hommes, quoi, c'est évident. Concernant maintenant l'Union Européenne, la Russie et l'Ukraine, comment est-ce que tu vois le déroulement du conflit? Parce qu'on peut clairement parler d'un conflit armé actuellement en Ukraine. Alors ce midi, donc j'écoutais les différentes chaînes d'information en continu. Et donc visiblement les troupes russes ont pris possession d'un certain nombre de bases ukrainiennes en Crimée. Et bon, visiblement pour l'instant, les militaires ukrainiens se rendent sans riposter. Donc on va peut-être éviter une conflagration, espérons-le. Tout dépend, à mon avis, de l'attitude aussi des pays de l'OTAN. Est-ce que la France continue de perdre jour après jour sa souveraineté nationale vis-à-vis de l'Union européenne? Oui, de toute façon, on la perd un peu plus chaque jour. Disons que depuis le traité de Maastricht, le décor est planté. Ça s'est poursuivi. Bon, les Français ont dit non au TCE en 2005 lors du référendum. On nous a présenté le traité de Lisbonne en 2008. Enfin, on ne nous l'a pas présenté d'ailleurs, il est passé par le Congrès réuni, le Parlement réuni en Congrès à Versailles. C'est tout simplement ce qu'on appelle une forfaiture, c'est une forme de coup d'État, un coup d'État simplifié, comme disait, je crois, Dupont-Aignan à l'époque. Il avait parlé de coup d'État simplifié. C'est très exactement ça. On a eu le TSCG qui est arrivé juste après, le pacte budgétaire, la règle d'or, etc. Donc voilà, le budget désormais passe sous les fourches codines de la Commission européenne, avec des risques de sanctions. Voilà. D'ailleurs, on a vu que la Commission européenne avait rappelé à l'ordre la France pour son manque de compétitivité, etc. Donc voilà, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières, notre budget passe sous les fourches codines de la Commission. Que reste-t-il de ce pays, quoi? Et rajoutons qu'environ 80% des lois françaises sont votées... émanent de la Commission et du Parlement européen. Et ajouter à cela maintenant le deuxième effet qui se coule, c'est le traité transatlantique. Donc il va faire tomber toutes les barrières douanières qu'il restait. Notre agriculture va être totalement détruite. Le peu d'industrie qu'il nous reste sera démoli. Les mesures de protection que nous avions, notamment autour des OGM, risquent de tomber. Voilà, nous allons finir d'être les supplétifs des États-Unis. Nous serons une province d'un empire. Disons que la crise et la divine surprise dans cette affaire, elle permet une accélération de l'agenda. Et de toute façon, le plan est prévu de longue date, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a très peu d'opposition au traité transatlantique en France. Le front de gauche en parle un peu, le Front national en parle un peu. Ce sont quasiment les 2 seules formations politiques majeures en France qui abordent le sujet. Alors que ça devrait être quasiment la question centrale et la question fondamentale, un sujet qu'on aborde tous les jours, chaque jour que Dieu fait, dans chaque émission, sur chaque média. Mais évidemment, c'est totalement effacé aujourd'hui, évidemment. Ah, un point si vous me le permettez, j'allais oublier.
qui est très important. Notre seul espoir en fait vient d'une chose, du Congrès américain paradoxalement, car il y a aujourd'hui une fronde en fait au sein du Congrès américain contre le traité transatlantique. Et il émane en fait de deux sources, ce qu'on appelle les démocrates populistes aux États-Unis, c'est-à-dire en gros ce qu'on pourrait appeler l'aile la plus progressiste du parti de l'âne. Et l'autre formation, donc l'autre courant politique qui est très opposé, c'est les républicains libertariens ou paléoconservateurs, qui notamment sont très isolationnistes et sont également totalement opposés en fait au traité transatlantique. On a des gens par exemple autour de Rand Paul, le fils de Rand Paul, mais pas uniquement, qui se battent en fait contre le traité transatlantique. Donc en fait on a une alliance démocrate populiste et républicains libertariens ou paléoconservateurs au Congrès contre le traité transatlantique. D'ailleurs c'est souvent les mêmes personnes qu'on a retrouvées contre la NSA. Qu'est-ce qu'ils voient comme danger dans le traité transatlantique ? Tout simplement les mêmes que nous. C'est-à-dire de voir la poursuite de la disparition de leur industrie, un certain nombre de protections de sécurité qui disparaîtront, et puis tout simplement les États-Unis sont bien conscients qu'ils sont une partie des Américains et des élites américaines sont bien conscients qu'ils sont dans une phase d'effondrement. Certains veulent absolument ralentir la chose, voire essayer de redresser leur pays, et ils savent qu'évidemment ce traité transatlantique, qui est un traité libre-échangiste et mondialiste par excellence, va finir de détruire les États-Unis, comme il va finir de détruire l'Europe. Et en plus, alors, aux États-Unis, eux, ils subissent un double effet, puisqu'il y a également la volonté d'une logique transpacifique. Voilà, donc il y a le traité transatlantique, mais il y a également le traité transpacifique. Donc là, on voit d'ailleurs qu'Obama est extrêmement tourné vers l'Asie et le sud-est asiatique notamment. C'est en train finalement de créer une interdépendance entre toutes les économies du monde. Entre toutes les économies mondiales, les blocs, les fameux blocs régionaux. Que Pierre Hillard développe. Voilà, que Pierre décrit très bien. Espérons un réflexe populiste. Alors en fait, le populisme en fait est vilipendé dans nos pays. Et en fait, qu'est-ce que le populisme ? C'est une révolte saine des peuples contre les élites quand le peuple estime que les élites ont failli. C'est dans la Constitution, ça. C'est la Constitution, donc en fait c'est juste un principe démocratique tout simplement. D'ailleurs, se référer aux travaux par exemple de quelqu'un comme Laclos, Ernesto Laclos. Mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on nous parle de république et qu'on nous parle de moins en moins de démocratie. Tout à fait, oui, exactement. De toute façon, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui le mot république, de toute façon on a une lente dégradation au niveau des termes. Avant on parlait de la France, ensuite on a parlé de la République française, et dans un moment on ne parle plus que de la République. C'est-à-dire que le système politique a effacé en fait une réalité historique et charnelle. C'est-à-dire que quand on met République française, on met l'adjectif qualificatif française après République, en fait c'est juste un ajout. Et aujourd'hui, on ne le met même plus. Donc en fait, c'est une lente dégradation. On pourrait parler également du fait que sur la photo officielle de François Hollande à l'Elysée, on voit d'abord le drapeau européen et puis le drapeau tricolore français. Caché, tapis dans l'ombre. On le masque un peu comme si on en avait honte. Plus le fait que le drapeau tricolore a tout simplement disparu du site de l'Elysée aussi. Exactement, oui, c'est très révélateur ça aussi. Et alors j'irai même plus loin, c'est que en tant que défenseur de la souveraineté nationale, de la souveraineté des peuples européens notamment, ça ne m'empêche nullement d'être favorable à une Europe puissance, une Europe qui irait de Reykjavik à Vladivostok, ce qu'on appelle l'Europe boréale. Je défends totalement ce point de vue, mais aujourd'hui en fait on a une Europe inféodée aux intérêts US, qui est aliénée culturellement, qui est vassalisée économiquement et qui de plus en fait est militairement complètement atrophiée, est un nain politique et en fait aux ordres de l'Empire, tout simplement.